Merci. Bonjour. Ce qui est impressionnant, c'est comment, avec l'IA, la façon d'interagir avec les machines a changé pour créer des applications, euh, résoudre des problèmes, pour générer du contenu. On n'a plus besoin d'apprendre des langages, du code compliqué en syntaxe. On peut simplement décrire ce que l'on souhaite avec du langage naturel. Et si on le fait bien, si on le fait de manière structurée, si on décrit de manière précise ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on appelle le prompt engineering. Et si on maîtrise le prompt engineering, on peut tous créer des agents relativement facilement. On peut utiliser des outils qui sont disponibles, tels que Claude, n8n, Vertex, qui ne sont pas simplement des outils... c'est des outils qui décident, qui agissent, qui combinent les différentes données, les différents services que l'on souhaite, et ils le font vraiment très bien. Et donc, les agents deviennent finalement l'interface entre l'humain et la donnée. Et on ne clique plus différents menus, pages, on écrit ce que l'on souhaite, on communique avec les agents, et des analystes tels que Forrester nous indiquent qu'on est vraiment aux prémices de l'agentisation. C'est pour ça qu'on n'est pas encore tout à fait dans un monde agentique. Mais l'autonomie augmente. On parle d'une année de seniorité tous les ans. Donc les modèles sont de plus en plus performants. Et au lieu de réaliser des tâches pendant quelques secondes, quelques minutes, les agents peuvent maintenant fonctionner de manière autonome pendant parfois des heures. On ne parle plus nécessairement de tâches, on parle d'objectifs. Et on ne parle plus de simples outils, on parle plutôt de systèmes. Des IA qui peuvent donc planifier, exécuter et itérer en toute autonomie. On est loin d'être les seuls avec cette vision. Gartner nous présente aussi une évolution similaire qui a débuté avec des simples assistants IA pour finalement arriver à des agents autonomes. Et ça va continuer. On va aller vers des écosystèmes d'agents au sein de nos organisations, mais aussi entre nos organisations. Il est vraiment important de noter que aujourd'hui, on est simplement en train de dépasser le stade de simple assistant. Donc on est vraiment au tout début de cette évolution. Donc cette tendance, elle ne va pas ralentir, elle ne va pas non plus s'inverser. Les modèles vont être effectivement de plus en plus efficaces, il y aura de plus en plus d'agents qui vont être déployés. Et donc, il va falloir faire avec. Alors, comment cette tendance se reflète dans nos organisations? Déjà, on observe une stratégie qui est AI First. Donc l'IA devient vraiment stratégique dans nos organisations et elle nécessite une approche qui est souvent deux approches. Il y a d'une part le leadership et la vision, et elle permet d'aligner clairement les enjeux du business avec cette stratégie, d'établir un cadre et surtout de donner des ressources matérielles et des ressources humaines pour accélérer l'adoption. De l'autre côté, les employés, eux, innovent. Ils apportent leur connaissance du métier et donc c'est réellement eux qui vont arriver à définir ce qui crée de la valeur et donc à créer du ROI au sein de nos organisations en testant. Alors, on est sûrement ici tous du métier de la cybersécurité et on préconise tous une approche Zero Trust, une approche Secure by Design. Je fais partie de Thales, je fais partie des équipes stratégie et innovation, et donc j'ai la chance d'échanger avec beaucoup de nos clients stratégiques autour de l'adoption de l'IA. Et il y a un constat, c'est que les équipes ont besoin de beaucoup de flexibilité, elles ont besoin d'être rapides dans l'innovation, et donc la sécurité n'est pas toujours une priorité.
Et donc, on arrive à des prototypes qui sont en général peu sécurisés. Et donc, tout l'objet de cette présentation va donc être d'établir des moyens, en tout cas de trouver des moyens pour évaluer nos prototypes et arriver à les sortir finalement de cet environnement sandbox pour les passer en production. Le premier constat, c'est que ces applications, avant d'être des applications IA, sont des applications. Et donc, elles ont besoin d'être protégées contre tout ce qui les expose à l'extérieur. Alors, j'ai pris ici un exemple qui est arrivé il y a quelques semaines, dont on a été informé, qui est un exemple intéressant. Donc, c'est un exemple réel qui a permis, qui a exposé différentes API, qui a donc permis de collecter de l'information sur des messages d'erreur, ce qu'on appelle du SQL injection. Et tout ça a été automatisé par un bot qui a pu donc scanner ces vulnérabilités assez facilement. Et ce qui est intéressant dans ce cas d'usage réel, c'est que, en tout cas, l'information que moi j'en retiens, c'est que c'est pas la manière dont on protège nos applications qui a changé fondamentalement avec l'IA, c'est plutôt la vitesse avec laquelle la donnée peut être collectée et atteinte. Et donc quelques éléments qui peuvent protéger finalement ce qui est exposé, c'est d'une part l'API Security. L'API Security, ça comprend les schémas des API, ça comprend les différentes interactions qu'il peut y avoir au sein de nos systèmes, mais en particulier, ça fait du monitoring du trafic entrant, donc vers les ressources de l'organisation. Et donc, ça permet notamment de découvrir peut-être des API qui avaient été mal documentées, qui n'avaient pas été authentifiées, et des API en général qu'on appelle du shadow API, donc qui sont là, qui sont latentes et qui sont un potentiel danger pour nos données et pour notre organisation. Ensuite, tout ce qui est les informations qui fuitent au travers des messages d'erreur, au travers du SQL injection, tout ça, c'est adressé par le Web Application Firewall. Et c'est important de retenir que le Web Application Firewall, il fonctionne en plusieurs couches. Il amène plusieurs couches de protection, notamment en comprenant des opérations qui sont malicieuses et donc de bloquer ces sessions si nécessaire. Pour le reste de la présentation, j'ai souhaité partir donc de cette sandbox, de ce qu'on a, et de faire une approche agile en regardant le résultat et donc de découvrir les différentes problématiques qu'on peut avoir. Donc déjà, à l'inférence, ce qui est assez évident, c'est que notre application IA, elle est vulnérable à ce qu'on appelle le prompt injection. Donc le prompt injection, c'est une manière assez efficace et rapide d'utiliser le système d'une autre manière dont il avait été prévu à la base. Et donc ça devient plus simplement optionnel de se protéger contre le prompt injection, mais ça devient finalement assez fondamental. Donc, je me suis amusé un petit peu, j'ai pris un agent, un chatbot, et j'ai regardé un petit peu les guardrails. C'est des choses qu'on peut faire assez facilement. Donc j'ai par exemple demandé par rapport à un compte pour enfants, il a identifié du contenu violent, donc c'était pas tellement ce qui était souhaité. Et ensuite, j'ai simplement contourné ce guardrail en remplaçant les i avec des 1. Et donc, j'ai pu obtenir une réponse.
Bien sûr, les attaques sont bien plus sophistiquées que ça. Il y a des méthodes d'obfuscation qui sont bien plus évidentes, notamment en parlant en base 64 et tous ces langages qui sont facilement assez compréhensibles par le modèle, par le LLM, mais qui peuvent bypasser des guardrails. Et la problématique, c'est que si mon application elle est exposée notamment à mes clients, si elle collecte des informations qui sont personnelles, le risque, c'est qu'elle révèle également ces informations qui ont été collectées. Donc c'est important de mettre en place une couche de sécurité applicatif, AI spécifique, entre mon prompt, donc entre le message qui vient, vérifier si ces instructions-là peuvent potentiellement être malicieuses, et donc bloquer si nécessaire, et en particulier avant que ça atteigne le LLM. De la même manière, ce qui revient, la réponse qui est produite par le LLM, elle doit être vérifiée, on doit être sûr qu'il n'y a pas des informations personnelles ou des informations en dehors d'un cadre éthique qui a été défini, sortent vers l'utilisateur. Et en particulier, si ces applications sont exposées vers l'extérieur de l'organisation, ça pose encore plus problème si on viole ces polices de sécurité. Donc voilà, ça doit être vu comme un proxy qui prévient du jailbreak, de toute donnée qui fuite, et donc d'abus de ces modèles. Alors ce qui est intéressant, c'est quand on met en place son propre guardrail, indépendamment du LLM as a judge, c'est qu'on peut le contrôler. On peut aussi l'utiliser pour n'importe quel modèle et n'importe quel environnement. Et on peut également customiser, par exemple, empêcher notre agent d'aller chercher de l'information chez la concurrence. Ensuite, on peut regarder au niveau de l'application elle-même. Donc cette application, elle repose sur un certain nombre de secrets, des credentials, des tokens, des clés API qui permettent de connecter les différents modèles, données ou services de mon application. Si ces credentials sont directement dans le code, ils vont être exposés d'une manière ou d'une autre, soit par les systèmes prompts, les logs, ou éventuellement fuités par la réponse du modèle. Donc on connaît les mots de passe, humain à machine, avec l'IA, il y a de plus en plus de communication machine à machine qui vont être créées, donc une multiplication de ces secrets. Donc ces secrets, ça peut être n'importe quelle clé API, etc. Et effectivement, on voit déjà dans certains rapports que c'est un vrai problème parce que ces secrets-là donnent accès à toutes nos ressources de notre organisation. Donc une manière, c'est de manager tous ces secrets dans un système dédié, un secret manager, et donc de les manager de manière dynamique, les orchestrer pendant l'utilisation de mon application, pour que les secrets soient toujours en dehors du code et en dehors des prompts. Et donc ce secret manager va stocker les secrets, il va les retirer de manière dynamique lorsqu'ils sont utilisés. Ensuite, mon modèle. Donc, je ne pense pas que la valeur de nos applications relève réellement sur la sélection du bon modèle, mais c'est important de faire des essais-erreurs et voir lequel modèle correspond le mieux pour notre use case. Et il y a quand même certaines limitations qu'il faut bien avoir en tête. Déjà, le modèle a été entraîné sur des données, donc il est forcément restreint à un contexte. Ce contexte est supposément biaisé et c'est très difficile, en tout cas c'est une question ouverte encore, comment est-ce que je peux évaluer une réponse ou en tout cas l'aspect éthique de mon modèle. Une autre problématique, c'est bien sûr avoir des réponses qui semblent justes mais qui peuvent être complètement fausses, ce qu'on appelle l'hallucination. Et donc il y a quelques moyens d'améliorer en tout cas ces performances, notamment le grounding, donc l'ancrage, faire en sorte que chaque réponse qui est fournie par le modèle soit
soit relié à de la donnée, en tout cas à une source réelle. Je l'ai mentionné, le prompt engineering, donc faire en sorte que les prompts, les demandes qu'on fait, les requêtes qu'on fait soient claires et structurées pour avoir une meilleure réponse. Et enfin, il peut être nécessaire de mettre un humain dans la boucle. Donc j'ai mis en cadre rouge deux techniques qui reposent plutôt sur les données de l'entreprise, ajouter les données de l'entreprise, donc le Retrieval Augmented Generation qui permet de retirer des données pour contextualiser le prompt, la requête, et le fine-tuning qui permet d'ajuster le comportement du modèle. Donc voilà, on a vraiment ici deux approches différentes. La plupart du temps, le RAG est utile puisque effectivement, il permet d'apporter des données un peu pour enrichir finalement le contexte lors d'une requête. Et donc ça va effectivement suffire pour beaucoup de use cases. Par contre, pour certains use cases, par exemple un agent de support client, on aimerait bien qu'il réponde avec une certaine structure, une certaine tonalité, qu'il soit entraîné sur tout un historique de données. Et pour ça, on va plutôt favoriser du fine-tuning. Donc, la première chose à faire, c'est effectivement de préparer ces données-là. Et lorsque je prépare mes données, donc je transforme mes documents, mon historique, en données qui sont sémantiques. Et donc, je crée ce qu'on appelle des bases de données vectorielles. Et lorsque je le fais, en particulier si je suis dans des domaines régulés comme la finance, la santé, les gouvernements, j'ai beaucoup de données qui sont potentiellement sensibles. Et donc, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que mes données soient compliant. Donc pour ça, je peux au moins identifier assez facilement les infotypes qui sont problématiques, les numéros de sécurité sociale, les noms, les adresses e-mail, et je peux les remplacer avec des techniques de chiffrement. Je peux le faire également dans le cloud, ça marche très bien, utiliser différents outils d'identification de ces données-là et arriver à les contrôler de manière extérieure pour contrôler le chiffrement. Et enfin, mes données, elles ont été... j'ai pris du temps à les assembler, ça a demandé de l'expertise. Moi, par exemple, je travaille en innovation où on a beaucoup de données et beaucoup de réunions, des rapports, des choses qui sont relativement sensibles et je n'ai pas nécessairement envie que n'importe qui, même au sein de l'entreprise, y ait accès. Donc c'est important de pouvoir avoir un contrôle des accès de ces données-là et de les protéger pour que personne ne puisse les modifier et donc faire du poisoning, par exemple. Mais ça peut être tout un tas de données, des données de production, d'R&D, des données clients, etc. Donc, selon les données, je vais appliquer différentes techniques de chiffrement, de tokenisation. Et donc, voilà. Donc, simplement pour conclure, avec ce qu'on a passé en revue, on a déjà couvert un certain nombre de problématiques OWASP, Top 10. Et donc, voilà, si vous êtes familier avec les outils de cybersécurité de Thales, on a effectivement un certain nombre d'outils pour sécuriser les applications, les données, les identités qui accèdent à ces données-là. Donc, n'hésitez pas à passer à notre stand. Merci.